Oui, oui, pour les pirates contemporains, la liberté, c'est important. Aujourd'hui, contrairement à la gang de Barbe Noire et de Jack Rackham, on a le privilège d'avoir un système assurant notre santé et notre sécurité au travail. Comme c'est un sujet que GoPirate maîtrise pas exactement, ça fait des lunes qu'on se dit on devrait inviter quelqu'un pour faire un épisode là-dessus. Ben ce jour-là, c'est aujourd'hui. On reçoit Marie-Ève Champagne, conférencière et spécialiste en santé, sécurité et mieux-être au travail chez Nucléi Conseil. On va regarder un GoPirate Canada? GoPirate Canada, c'est qui ça? C'est Maurice, c'est papa! Olivier et Marie-Ève sont des pirates plus ou moins barbus qui ont conscience que les combats navals, les tempêtes, les naufrages et l'excès d'alcool apportent leur lot de dangers. Heureusement, aujourd'hui, les problèmes ont évolué en même temps que les solutions. Voyons ce que les temps modernes proposent pour la santé et la sécurité au travail et passons à travers 8 mythes communs concernant la SST. Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une invitée, pas la moindre. J'aimerais vous présenter Marie-Ève Champagne. Salut Marie-Ève. Salut! Oh, t'es équipée, là. De tout ce qu'il faut. Équipée. Ça fait longtemps que je voulais venir sur ce podcast-là. Donc, pour ceux qui ne voient pas, parce que vous êtes en audio, ben Marie-Ève, elle est déguisée en pirate, elle a un background de bateau de pirate, puis en plus, elle a un sabre d'abordage. Donc, ça va tarder. Ça fait au moins 1 an, Marie-Ève, que Maurice et moi, on dit il faudrait bien qu'on parle de santé et sécurité au travail. Et ton nom est tout le temps en premier de la liste parce que c'est pas mal la référence autour de moi. Il y en a une ou deux, là. Puis, il y a des raisons pourquoi on n'en a jamais parlé. C'est parce que Maurice et moi, on n'est pas des experts, puis on n'est surtout pas des exemples. On a tendance à travailler trop fort, je veux dire, à être assis 9 heures de temps à la même place, tout classique du monde qui travaille de chez eux puis qui sont entrepreneurs. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à avoir quelqu'un qui pouvait nous en parler, mais d'expérience, puis aussi que c'est sa job. Donc, merci d'être là. Ça me fait plaisir, Olivier. Merci à toi. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux me dire rapidement d'où tu viens, où tu vas, pas nécessairement géographiquement, mais en termes professionnels? Oui, moi, pour ma part, je suis à la barre de Nucléi Conseil. Ça va faire 5 ans au mois de mai. Donc, on offre des services en santé, sécurité, mieux-être en milieu de travail, tout contexte, à tout point de vue. Avec la modernisation du régime, ça comprend davantage encore santé psy. On parle aussi de télétravail. Tu as parlé de sédentarité, de posture assise, mais ça aussi, ça amène son lot de problèmes puis d'implications aussi pour la santé et sécurité au travail. De mon background, ça fait 15 ans que je fais ce beau métier-là. Mon métier de consultante m'a amené dans plusieurs centaines d'organisations. Donc, j'ai pu le faire et j'ai pu regarder ça dans beaucoup de contextes. J'ai vu aussi ce qui fonctionnait, j'ai vu aussi ce qui fonctionnait pas. Et on rencontre aussi des fois des mythes, des idées fausses. Puis, éventuellement, moi, à la base, j'ai un bac en relations industrielles, j'ai un DESS en santé, sécurité au travail. Donc, ça me permet d'en jaser avec aplomb, on va dire ça comme ça. Parfait. J'aimerais ça qu'on fasse le lien avec ce que je disais en entrée de jeu. Je parlais des pirates qui faisaient des beuveries, qui avaient des combats navals, etc. Évidemment, être pirate, c'était un petit peu plus risqué que travailler dans un bureau aujourd'hui. Ceci dit, il y a un lien qui est très, très fort quand on parle de la santé et la sécurité au travail entre aujourd'hui, puis les pirates de l'âge d'or de la piraterie. Parce que à l'époque, les assurances, ça existait, n'est-ce pas? Mais c'était généralement pour le cargo. C'est-à-dire que le cargo avait une assurance, mais les gens n'en avaient pas. Et les pirates ont, grosso modo, inventé une protoforme d'assurance pour la santé et la sécurité de leurs équipages. Donc, être pirate à l'époque, c'était pas nécessairement quelque chose qui était très à la mode, bien que c'était vraiment très romantisé. Les pirates passaient dans les journaux, c'était des héros populaires, mais on faisait pas la file pour aller se battre sur un bateau de pirates parce que c'était dangereux. C'était difficile. C'était un milieu de vie qui était difficile parce que les blessures étaient là. Et les pirates, eux, ce qu'on fait, c'est que on veut pas que notre monde soit blessé. Donc, ils ont pris des parts du butin pour les remettre à ceux qui étaient blessés. Donc, quelqu'un qui perdait un œil, perdait un membre, pouvait avoir une part du butin et aussi peut-être de faire quelque chose d'autre, parce que les pirates, c'était pas juste des marins. Il y avait des informateurs, il y avait donc des gens qui faisaient la propagande,
Donc, il pouvait se recycler suite à une blessure, sans être jeté par-dessus bord, comme certaines entreprises vont faire avec des gens en mauvais état. Qu'est-ce qu'il y a, Lauriane? Es-tu choqué Non, par ça se fait ça? pas, ça. Donc, je trouvais ça important de faire ce parallèle-là. Mais maintenant, j'aimerais ça qu'on parle aussi, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur les pirates, là, Marie-Ève. Non, tout à fait. Des fois, je les regarde, les émissions, puis tu m'envoyais des fois des liens aussi, là, comme le Kill All Link, je m'en suis pas remis. Ah, Mais je m'en suis pas remis. Des fois, je me dis, il y aurait de quoi faire, mais en même temps, il m'aurait fait le supplice de la planche. Fait que bon. ouais, c'est ça. Et, j'aimerais ça qu'on parle, tu sais, aussi d'une raison pourquoi on fait cet épisode-là, c'est parce qu'il y a des perceptions par rapport à la santé et la sécurité au travail. Et Oui. moi, mes perceptions viennent de loin. Quand j'étais jeune, j'étais encore aux études, j'ai travaillé 2 étés de temps dans un ministère provincial ici, près de chez mes parents. Et mon travail, c'était de retaper les documents de santé et sécurité au travail qui étaient dans WordPerfect à l'époque. Il fallait que je mette ça dans Word. OK? C'est du travail important. Puis, j'ai eu la première perception, là. Ça parlait de coupure de papier entre les doigts, puis d'avoir trop mal au dos en étant assis. Puis je fais comme, voyons, c'est une maternelle ici? Hein? Fait que tout de suite, j'aimerais ça que tu me débunkes. C'est plus important que ça. Ben, c'est certain, oui, tu sais, coupure de papier. À la base, c'est sûr qu'il faut se parler aussi des risques sur un milieu de travail. Fait qu'éventuellement, si le plus gros risque qui nous guette, c'est une coupure de papier, ben, faut le nommer. Mais ça veut dire qu'on a très, très, très beaucoup bien fait notre travail en amont parce que c'est tellement plus que ça. Tu sais, coupure de papier. Si on est rendu à se parler de coupure de papier, c'est parce qu'on parle d'un travail de bureau. Ouais. Mais c'est plus que ça. Il y a de l'ergonomie en milieu de travail. Il y a de l'aménagement d'un lieu de travail, une tenue de bureau. Il y a de la santé psychologique aussi qui est très, très à l'avant-scène en ce moment. Puis ça, j'en suis très contente qu'on en parle davantage. Mais on en est pas mal plus que des coupures de papier, ça, c'est certain. Parfait. Donc, là, ce qu'on va faire, toi et moi, aujourd'hui, c'est qu'on a été prendre justement des perceptions pour les gens qui connaissent pas nécessairement la santé et la sécurité au travail. Et on va essayer de voir laquelle de ces perceptions est fondée, puis si c'est pas le cas, c'est quoi la réalité. Oui, puis il y en a des deux côtés. Il y en a du côté des employeurs, il y en a du côté des employés. Ouais. Je déteste qu'on fasse une distinction entre les deux parce qu'en bout de ligne, ben, tout le monde est gagnant, ce qu'on fasse de la prévention, mais il y a des fausses perceptions des deux côtés. Parfait. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que cet épisode est rendu possible grâce à l'implication de nos membres Patreon. C'est pas facile de vivre dans un environnement de travail toxique. Et Maurice et moi, on a écrit assez récemment un livre, le Manuel Pirate, pour vous aider à reprendre le dessus dans un environnement de travail toxique. Là, attention, on n'est pas des psychologues, on est des pirates, OK? Fait que le premier conseil qu'on va vous donner, c'est foutez le camp de là. Ceci dit, même dans des environnements sains, c'est important de garder le contrôle de sa carrière et de son narratif. Et ce livre-là va vous aider à le faire. Donc, il s'appelle Le Manuel Pirate, comment réveiller le pirate en vous et reprendre le contrôle de votre carrière. Et dans quelques jours / semaines, va être disponible en physique comme ça. Pour l'instant, si vous êtes des acheteurs compulsifs, vous pouvez toujours aller télécharger la version PDF. C'est gopirate.com. Maintenant que la publicité honteuse est faite, ma chère Marie-Ève. Ouais, non, on va la faire. C'est pas parce qu'elle est honteuse que c'est pas important de la faire. Exactement. Voyons notre liste des idées fausses sur la santé et sécurité au travail. Disclaimer, on s'est fait aider par ChatGPT parce qu'on est paresseux, puis on brinque ça à faire. Brinque ça à faire, un podcast. C'est intéressant aussi d'aller voir parce que là, il faut la regarder, cette bestiole-là. Elle arrive aussi d'un nouveau, elle va changer le monde du travail aussi, elle est déjà en train de le faire. Fait que c'est intéressant d'aller voir, elle, si j'y demande, c'est quoi les mythes qu'elle nous sort. Puis, curieusement, ça corroborait déjà avec la liste qu'on avait déjà préparée, puis c'est venu magnifiquement la compléter aussi, là. Ouais. Ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que si tu connais pas le sujet que tu lui demandes de parler, il peut t'en passer des petites vites. Mais si tu connais le sujet, tu peux facilement... ça va être un complément de travail super intéressant. C'est pas la première fois qu'on le dit, mais à un moment donné, je pense qu'on va faire un épisode juste là-dessus. L'épisode qu'on a fait la semaine passée avec François sur le logiciel libre. On avait pas mal fait une promesse qu'on a parlé de ChatGPT, donc ça va s'en venir, je sais pas quand. OK. Donc, on va y aller avec nos 8 idées fausses. Fait que moi, je te l'ai dit.
puis je passe pour quelqu'un qui connaît pas ça, hein, ce qui est un peu le cas. Puis on jase. C'est bon? Tout à fait. Allons-y. Premier mythe. Les accidents de travail, là, ça se produit juste dans les industries dangereuses. Hein? Sinon, ce que tu as dans ton document d'SST, c'est des coupures de papier. Est-ce que les accidents de travail, ça ne se produit que dans les industries dangereuses? Ben, la réponse, c'est non. On l'a effleuré un peu en introduction. Il y en a des accidents à différentes échelles dans tous les milieux de travail. C'est sûr que d'entrée de jeu, quand je mets le pied dans un milieu professionnel, quand on parle de santé et sécurité, ce qu'on me dit tout de suite, c'est « mais j'ai pas de SST ici, j'ai pas de risque de décès ». Ben, c'est super. Bravo, on est content. Il n'y a pas rien qui peut tuer quelqu'un sur ton milieu de travail, je vais t'applaudir. Néanmoins, il y a un paquet d'autres malaises. Il y a des maladies professionnelles aussi qui peuvent ressortir, même dans un milieu où on est plus dans un bureau. Le télétravail, c'est maintenant, avec la modernisation du régime, considéré comme un lieu de travail. Fait que pour s'assurer que nos employés qui sont en télétravail sont installés de bonne façon, ont des équipements à leur disposition, savent aussi comment les utiliser. Puis il faut aussi qu'on jase d'ergonomie puis de santé psychologique. Ça va ensemble maintenant. Ça me fait penser, je me rappelle d'une époque où le télétravail, c'est en fait une des premières excuses qu'on donnait contre le télétravail, c'était que ben là, on peut pas garantir que les gens sont bien installés puis qu'ils vont pas se blesser. C'était un des arguments contre le télétravail à l'époque. Et je peux voir que ça a évolué rapidement, pas parce qu'on avait le choix. Ben, c'est sûr que, tu sais, si j'ai pas, il y a de la tenue de lieu de travail, là, mais c'est sûr aussi que, tu sais, à la maison, c'est pas comme une shop, c'est pas comme s'il faut que je passe à travers un stationnement qui est glacé non plus. C'est pas comme aller sur la route. On change de paysage, mais il y a des bienfaits aussi à être chez soi. Ouais. C'est un arme à double tranchant, par exemple, on est beaucoup plus sédentaire. On est T'as mieux. remarqué, toi aussi? On est mieux. Le télétravail, ça va avec une meilleure satisfaction. On a vu des études. On a vu aussi que ça venait avec une meilleure qualité de vie de façon générale. Mais en télétravail, on travaille des études qui avaient lieu durant la pandémie, surtout, on travaille de 47 minutes à 3 heures de plus par jour. Parce que c'est dur, couper les frontières personnelles et professionnelles sont rendues plus floues. Fait que c'est important encore plus de mettre des périodes de se mettre des limites, de se mettre des périodes de déconnexion, puis de se donner des rendez-vous aussi pour mettre un peu d'activité dans notre quotidien. Ça, c'est super important. Et j'aimerais ramener aussi le point où on dit, tu sais, des fois, nous, dans notre entreprise, il n'y a rien qui peut tuer personne, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des malaises, qu'il n'y a pas des gens qui souffrent, qui amènent au bureau des choses qui traînent avec eux, qu'on ne connaît pas tout le temps. Et je pense par exemple à un cancer, à une maladie mentale, des difficultés de la maison. Tu sais, des fois, c'est juste le stress qui va faire en sorte qu'on n'est pas bien, là. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas des machines qui sont dangereuses sur les lieux de travail que ça ne veut pas dire qu'il faut pas réfléchir à ces choses-là, puis comment on réagit quand ça arrive. En effet. Puis si tu m'ouvres la porte, je vais rentrer dedans. Vas-y. Modernisation du régime, on doit se préoccuper de violences physiques, psychologiques. On doit aussi se préoccuper de violences conjugales, familiales ou à caractère sexuel. Donc, des fois, vous avez ça existe plus, là, ce qu'on se disait dans les années 50. La maison reste à la maison, le travail reste au travail. C'est pas vrai. On traîne des choses, puis des fois, mais vous avez des employés qui traînent des affaires vraiment pas le fun, puis vraiment pas facile. On va avoir d'autres types d'interventions à ce niveau-là aussi parce qu'il faut prendre des mesures nécessaires pour se prévenir de ces choses-là. Okay. Je propose qu'on aille au deuxième point. Yes, monsieur. Les employés n'ont pas le droit de refuser de travailler dans des conditions dangereuses. Oui, ça me fait me gratter partout, cette déclaration-là. C'est parce que il y a le concept d'insubordination / mutinerie là-dedans, là, qui est au cœur de ça. Ils ont le droit. Ça s'appelle un droit de refus en vertu de l'article 12 de la loi sur la santé et sécurité au travail. Cependant, un droit de refus, ça se fait pas n'importe comment. Il y a des façons de faire ça. On commence d'abord par lever la main puis à signifier à son employeur puis à ses représentants, écoute, il y a quelque chose qui se passe, je suis pas à l'aise.
À mon avis, c'est dangereux. Et on commence par en jaser. On doit d'abord trouver des solutions. Puis ensuite, on suit les étapes. Puis si on n'arrive pas à se trouver de solution, on persiste et signe. C'est pas réglé à satisfaction, ça fonctionne pas. Là, après ça, on peut lever la main puis aller demander à un inspecteur de la CNESST de venir jeter un œil extérieur à ça pour s'assurer que le travail qu'on fait est fait de façon saine, sécuritaire et que ça préserve notre intégrité physique et psychique. Oui. Quand on a préparé l'épisode, tu me parlais, quand on parlait de ce point-là, du fait que la CNSST, c'est un régime no fault. Oui, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas être couvert, à moins là, que tu aies fait peur d'une négligence grossière volontaire, tu t'es ouvert les jointures parce que tu as tapé dans le mur du bateau parce que tu étais fâché, exemple. Là, ça se pourrait que tu sois pas indemnisé. Il y aurait des chances. Mais de façon générale, peu importe, on se posera pas la question sur la faute à l'employé, c'est que qu'est-ce qui s'est passé, blablabla, l'employé va être indemnisé. Oui. OK. Dans la description de l'épisode, je vais mettre un lien sur la loi qui parle de ça. Le droit de refuser de travailler dans des conditions dangereuses. Tu me disais que c'était la section 2.1, je pense, de la loi du Québec. L'article 12, mais en fait, qui est complété aussi par l'article 13 qui vient préciser que si notre droit de refus met en danger une autre personne, on peut pas le faire. Okay. Puis, si, dans le fond, ça fait partie des conditions de notre métier normal, ça non plus, le droit de refus s'applique pas. Tu sais, comme par exemple un pompier qui dirait, moi, je rentre pas dans le feu, on va se jaser, pourquoi tu rentres pas dans le feu? Mais techniquement, c'est quand même ton core business. Ouais. Super. L'autre point, prochain point. Ça, je m'y connais pas beaucoup, hein, que tu vas falloir que tu nous expliques. Les rapports d'incidents ne sont pas importants. Quand je comprends le rapport d'incident, évidemment, c'est quand il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer. On doit faire un rapport d'incident. Et là, une des perceptions, c'est que ça sert à rien ou c'est pas important. Non, c'est de la paperasse. Là. Moi, j'ai pas besoin. Je suis dure à mon corps. J'ai pas besoin de faire ces affaires-là. La vérité, c'est que comme employeur, ça nous permet de garder un œil sur les tendances sur notre milieu de travail. Qu'est-ce qui se passe? On consigne aussi les premiers soins. Ça nous permet aussi, tu sais, la mémoire est une faculté qui oublie, là. Si ça se déglingue dans une couple de mois, on est capable d'avoir des données pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Éventuellement aussi faire une enquête et analyse d'accident qu'on ferait live on the spot dans un monde idéal. Pour les employés aussi, c'est important de le déclarer parce que tu sais, justement, si ça se déglingue d'une couple de mois, il y a des délais à respecter au niveau de la CNESST, mais si on ne les déclare pas dans les délais, c'est votre protection, vous mettez à risque. Pour la faire voir, cette blessure-là par un secouriste, on va recevoir les premiers soins, c'est aussi une obligation en milieu de travail. On va consigner ce qui s'est passé. Après ça, justement, après quelques mois, on est capable de retourner en arrière puis d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça vient mettre un petit point à quelque part aussi là-dedans. OK. Très clair, merci. Prochain point? Oui. OK. Celui-là, j'en aime beaucoup parce qu'il est important. La perception selon laquelle les problèmes de santé mentale, c'est pas une question de santé et sécurité au travail. Bon, je me doute que c'est pas vrai, mais encore. J'ai une amie qui est inspectrice à la CNSST, puis elle me disait qu'en ce moment, la très grande proportion de son temps est dédiée à des questions d'ordre psychologique. Puis là, on parle de plaintes, on parle de tout ce qui est justement lésions psychiques qui seraient dues à de la violence, qui seraient dues à du harcèlement, harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, de la surcharge de travail aussi. Ça peut rentrer là-dedans aussi. Il y a eu des cas d'inspecteurs aussi qui sont documentés, qui sont intervenus dans un cas en particulier qui est un entrepôt où on avait compartimenté et rentré beaucoup de technologie dans le quotidien des employés, mais les employés avaient tellement plus de marge de manœuvre et tellement plus de contact, ils se sentaient, on était rendu à quasiment se sentir comme des robots. Fait qu'on avait enlevé tout ce qui était le fun dans le milieu de travail. Là, il y a eu une intervention de la part de la CNSST. On va le voir de plus en plus dans les temps qui viennent, justement à cause de la modernisation du régime. Donc, c'est une question qu'il faut se préoccuper, ça, c'est certain. On peut pas juste se dire, non, ça va passer. Donc, c'est là pour...
Deux choses sur cette question-là, puis j'ai accroché vraiment beaucoup sur un des termes que tu as utilisé plus tôt. Lésion psychologique, c'est ça que tu as dit? Lésions Lé- psychologiques ou lésions psychiques? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est une blessure, mais Tu peux pas l'avoir. ah, Comment ben tu c'est ça. prouves que tu l'as? Ah, Hmm. ben écoute, en se parlant qu'on se comprend, on Ouais, hein? regarde c'est quoi qui a mené. Tu sais, comme maintenant, choc post-traumatique, on l'a maintenant dans le règlement sur les maladies professionnelles. Quand il arrive quelque chose un événement à potentiel traumatique, c'est Hmm. déjà un petit peu plus facile de le relier. On va penser à nos policiers qui interviennent dans des drames familiaux. Ça aussi, ça va laisser des séquelles. D'intervenir justement nos paramédics qui interviennent dans des gros accidents, dans des trucs qu'un être humain ne devrait pas avoir à Le- voir de sa vie, mais il y a quelqu'un qu'il faut qu'il s'en occupe et ça, c'est eux. Fait que choc le- post-traumatique, ça peut venir de plein d'éléments aussi, là. je pense aux pauvres personnes qui ont été témoins du malheureux accident à la garderie à Laval, là, 2 semaines, là. C'est épouvantable. J'ai pas été capté moi-même, là. Honnête, j'ai arrêté de travailler une demi-journée. J'étais juste pas capable. J'étais en détresse psychologique, carrément. J'ai un fils moi-même qui va à la garderie, hein. Donc, Ça vient j'ai nous j'ai chercher, dit, ça. regardez, je vais prendre mon après-midi, je peux juste pas, là. Je vais aller chercher mon fils plus tôt, comme 50% des parents ce jour-là. Quand aller, ouais, c'est ça, il y a des. Il y a des extra câlins qui se sont donnés cette journée-là, puis avec raison. Là, au moment où on enregistre le podcast, on n'a pas de détails. Je vais même pas nommer l'employeur de la pauvre personne qui est en cause là-dedans. C'est pas important. Mais on n'a pas de détails non plus sur le type. Techniquement, tout le monde est surpris. Personne ne l'a vu venir. Ses amis proches n'ont pas vu venir non plus. Mais ça prend une discussion sur le milieu de travail pour se parler de ça. Puis il y a plein de ressources qui sont en place sur plein de milieux. On a des trucs dans les assurances collectives, il y a des programmes d'aide aux employés qui sont sous-utilisés, il y a des lignes d'urgence. La stigmatisation nous barre la route. On a honte d'avoir des problèmes psychologiques et ça entrave sérieusement la discussion. Fait qu'on va attendre, on va se garder une petite gêne, on va attendre de voir qu'est-ce qui ressort. Mais comme employeur, c'est sûr que ça prend une discussion pour être capable d'adresser ces problèmes-là. Peut-être qu'il y a eu discussion, tant mieux. S'il n'y a pas eu de discussion, peut-être qu'il y a eu des signes avant-coureurs qu'on aurait dû adresser. Fait que c'est simplement peut-être d'attirer l'attention sur le fait il y a peut-être des fois des signes qui nous disent, mais on les voit pas ou on n'a pas l'œil déguisé ou on n'est juste même pas à l'aise d'avoir des discussions délicates comme ça. Fait Ouais. que de s'outiller pour adresser justement cette détresse-là, quand ça nous passe sous les yeux, c'est un bon pas en avant aussi pour mieux prendre soin de la santé psychologique de nos gens. Encore une fois, on n'a vraiment pas tous les détails de ce qui se passe, fait qu'on on le sait pas. Non, c'est ça. On peut pas professionnellement se pencher sur ce sujet-là. Mais tu Non. sais, si moi, aussi loin de ces gens-là, que je connais personne là-bas, j'ai été en détresse, imagine ceux qui travaillaient là, tu sais, et ça doit être épouvantable. Pas de la Euh, garderie même ou le oui, milieu? oui, oui. Ou Oui, les voisins qui étaient là, qui l'ont vu, qui étaient témoins, tu sais. les parents. Oh my Ben, God, non. c'est sûr. Donc, il y a un autre point aussi que ça me fait penser. Quand on parle de santé psychologique, hein, les fameux burn-out, brown-out, spécialement burn-out, parce que je pense que c'est quelque chose qui est reconnu comme un problème psychologique ou pas? C'est un syndrome. Un syndrome. OK, Pas une OK. C'est ça qui fait qu'on sait qu'il y a un problème, mais c'est pas le problème lui-même. Non, généralement, ce qu'on tu sais, ce que je voyais, ça peut être relié à troubles d'adaptation. Hmm, Ça peut être relié à plein de trucs, mais c'est pas un diagnostic en lui-même, là. OK. Je disais ça parce que je sais, puis avec témoins, qu'il y a des entreprises plus grosses, généralement, qui ont des budgets de burn-out. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que tant de personnes par équipe en moyenne partent en burn-out cette année, puis ils ont un budget pour compenser pour ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Ben, je te le dis, ça existe. Regarde, dans le jeu Ah, vidéo, ça me c'est assez rappelle. commun que tu aies des stretches de travail super intenses, hein, dans le jeu vidéo avant de lancer un jeu, là. Et apparemment que dans certaines entreprises, c'est prévu au budget qu'il va y avoir des burn-out.
Ben, comme préventionniste, ça me graffigne. Ben, Euh, j'espère. Ça me graffigne. Techniquement, c'est la responsabilité de l'employeur d'offrir un milieu de travail qui est sain et sécuritaire à tout point de vue. Le stress fait partie de nos vies. Il y a plein de choses qui peuvent abîmer la santé psy, mais c'est sûr que comme employeur, on a la responsabilité d'adresser les facteurs de risque en milieu de travail, qu'on se parle de stress aigu ou de stress chronique. OK. Fait que les prévoir dans un budget, c'est pas adressé. C'est ça? Ben, c'est de la réparation. Ouais. Écoute, je vais faire un honteux parallèle avec Hockey Canada puis le Fonds d'indemnisation des victimes. Ouais. OK, ouais. Pas besoin d'en dire plus. On comprend le parallèle. J'ai pas d'autres images. OK. Mais me semble que le budget pourrait être mieux alloué. Tant mieux s'il est déjà dévolu à autre chose, puis qu'en plus, on se donne un parapluie supplémentaire. Ouais, c'est ça. OK, prochain point, parce que ça commence à être glauque. Ça peut être glauque, la santé et sécurité. Ça peut être le fun. Ça peut être Ah, très le fun quand on se parle de prévention, mais ça implique qu'on se parle de conséquences. C'est pas le fun. c'est vrai. Donc, le prochain mythe, les employeurs n'ont pas besoin de fournir une aide ou des ressources pour gérer les problèmes de santé mentale des employés. La preuve, c'est pas tout le monde qui a un service d'aide aux employés, donc on n'a pas besoin. Non, c'est pas une obligation. On touche aussi à, tu sais, en bout de ligne, tout le monde a le libre arbitre, tout le monde a le contrôle sur sa vie aussi, puis tout le monde fait des choix dans sa vie. Ça, c'est sûr que c'est prémisse de base, puis ça, quand on parle de santé psy en milieu de travail, faut le nommer d'entrée de jeu. Cependant, l'employeur peut faciliter la recherche d'aide, peut faciliter aussi l'accès à ces ressources-là pour aider. Belle l'avait fait. J'écoutais, c'était la directrice X médicale à l'origine. Je me souviens même plus de son nom. Dans une conférence qui disait que Belle avait amené avait publicisé le programme d'aide aux employés et aux familles, le PAEF. C'est confidentiel, ce programme-là. On ne sait pas qui. On a des fois quelques données. Par contre, on est capable de savoir un petit peu quel type de services sont consommés. Et on voyait qu'il y avait un déplacement des soins d'urgence comme psychologue à des soins peut-être plus de prévention. On y allait plus avec, disons, du counseling familial, de l'aide financière, de l'aide pour gérer mieux ses finances, etc. OK. Donc, je propose qu'on passe au prochain point. Les employeurs peuvent ignorer les dangers potentiels sur le lieu de travail. Et ça, c'est pas juste quelque chose que ChatGPT nous a proposé. Hein. Cet été, on a fait un épisode sur des histoires d'horreur hein, dans le travail. Puis cette fois-ci, on n'avait pas demandé sur LinkedIn, on avait demandé sur Reddit. Fait qu'il y avait des gens de vraiment tous les milieux qui ont répondu. Et il y en a deux qui nous ont parlé de mort d'homme. Là. Mais tu sais, de mort d'homme où l'employeur n'a pas réglé le problème après la mort d'homme. OK? Il dit oh ben juste une inspection visuelle de la patente qui est brisée, ça va être correct, même si t'es pas un expert là-dedans. On va faire l'inspection, puis si tu penses que ça a l'air correct, on va repartir la machine. Je capotais. Je capotais bien raide. Donc, la perception, c'est on peut ignorer les dangers potentiels, il n'y a pas de problème. Non. On peut pas. Là, dans le cas d'un accident, si on a un accident justement qui cause un décès, qui cause des dommages matériels assez importants, on parle de plusieurs milliers de dollars, de l'incapacité temporaire et permanente de façon importante. Puis si ça arrive à plusieurs employés, ben là, un temps mort, on arrête tout, puis on appelle la CNESST. Ça, c'est une obligation. L'article 62, il me semble de mémoire, on le mettra dans les liens. Cependant, non, puis tu sais, souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que tu sais, c'est pas pour rien non plus que les accidents arrivent, même dans la vie de tous les jours, les accidents arrivent dans une proportion plus importante autour de notre domicile. Les accidents de la route. Pourquoi? C'est qu'on est accoutumé à ce qu'on connaît. C'est On vrai. les voit plus à un moment donné, les risques. On voit plus les situations, surtout, et là, je me le fais répéter ad nauseam, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans qu'on fait ça de même, il n'est jamais rien arrivé. Tu sais, statistiquement, ça peut pas être 100% tout le temps le cas. Hein. À un moment donné, il va arriver quelque chose. C'est clair. Ben oui. C'est clair. Mais on a l'obligation, l'employeur doit agir, on a l'obligation d'éliminer à la source autant que faire se peut. Après ça, ben, ça va être de contrôler.
de gérer ces risques-là pour s'assurer justement d'offrir un milieu de travail qui est sain et sécuritaire. Fait que ces dangers-là, on peut pas les ignorer. Si vous savez pas par quel bout le prendre, et ça arrive, ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça se pose des questions. Il y a plein de gens super qualifiés en santé et sécurité au travail au Québec qui vont être capables de vous répondre pour plein de situations que vous pensez des fois pas qui peuvent mener à quelque chose. Fait que levez la ligne, posez la question. Il y a des inspecteurs de garde même dans les directions régionales. On peut appeler, poser des questions comme ça. Ils vont répondre. Le site de la CNSST a plein d'informations. Sinon, au niveau des associations sectorielles paritaires, les ASP, il y a des documents incroyables justement pour vulgariser tout ce qui est risque, mais tout ce qui est mesure aussi pour le gérer puis pour le contrôler aussi. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Faut juste se pencher pour la ramasser, cette information-là. Puis si vous savez pas par où commencer, levez la ligne, appelez quelqu'un. Oui, mais ça, là, ça coûte des sous. Il me semble que, tu sais, ça coûte plus cher de suivre la loi que de l'amende si je la suis pas. Je fais l'avocat du diable, là. C'était vrai dans le temps. Puis pour vrai, quand j'ai commencé il y a 15 ans, les amendes n'avaient pas été indexées à ce moment-là. C'est quelque chose que je me suis déjà fait dire. Ça m'a coûté plus cher faire la mesure, tu me demandes, fille, que de payer l'amende. Ben là, les amendes, ils les ont indexées, ils les ont revalorisées encore avec la modernisation du régime. Fait que c'est plus tout à fait vrai. Mais il y a les amendes pour les non-conformités. Un accident, ça va coûter des sous. Faites juste regarder vos cotisations CNESST. Il y a des conséquences financières à ça. Puis en ce moment, avec la pénurie de main-d'œuvre, là, votre employé, là, c'est pas comme une machine distributrice où on en enlève un, il y en a un autre qui arrive en arrière. Il n'y en a plus. Ah non? Non, je te dis, il n'y en a plus. Fait que votre employé, s'il est blessé pour une durée X ou indéterminée, ben, il n'y a pas personne qui va faire sa job, il va falloir la répartir à travers d'autres employés qui en ont déjà dans leur place. Ça augmente les risques pour eux autres aussi. Oui, de toutes les façons. Oui. J'aimerais ça qu'on regarde le prochain qui est plus orienté vers les employés, hein, parce que les légendes urbaines puis les oui-dire, c'est comme on disait plus tôt, c'est pas juste l'apanage des employeurs. Hein? Donc, c'est une déclaration. Moi, la CNSST, là, CNSST, je sais pas comment ça se prononce, là. Je fais ça avec mes taxes, moi. Fait que j'y ai droit. J'y ai droit. Vu qu'on paye ça, hein, on en paye à chaque fois qu'on a une paye, en le fond, hein, c'est retiré sur notre paye, ben, on a automatiquement droit à ça, voyons donc. Pas vrai, hein? Non, c'est pas vrai. On retourne-tu dans le cours d'histoire un petit peu, Olivier? Dis donc. Il y a un temps où, en fait, la CNESST, ça n'existait pas vraiment. En tout cas, on était au premier balbutiement de quelque chose qui ressemblait à peut-être quelqu'un qui débarquait sur un milieu de travail pour dire ça serait peut-être pas une bonne idée de faire ça comme ça. C'était un peu free fall. Dans le sens que les employés qui étaient blessés devaient poursuivre leur employeur ou les familles des employés décédés poursuivaient l'employeur pour obtenir réparation. À un moment donné, c'était tellement le bordel que le législateur fait arrêtez ça là. Je vais collecter les employeurs. Okay? Je vais m'en occuper. Il va y avoir cotisation maintenant. Et moi, je vais m'occuper de tout ce qui est indemnisation des employés. Puis, on garde un œil là-dessus, réparation, retour au travail, etc. Non, on a arrêté le bordel juridique avec ça. Ce qui fait que depuis ce temps-là, ben la CNESST, c'est important de le dire, c'est payé à 100% par les employeurs. Oui, j'ai dit une menterie. Hein? J'ai dit une menterie. C'est ça. C'est pas quelque chose qui est retenu sur notre salaire, ça. Il y a beaucoup de lettres, hein? RRQ, tout ce que vous voulez, mais CNSST, c'est pas là-dedans. Non. Fait que, étant payé par les employeurs, et plus on est arrêté longtemps, plus il y a de traitements médicaux, plus ça coûte cher, ben c'est sûr que tout ça, chargé sur le bill de l'employeur, ça va jouer selon le régime de tarification, selon la performance, selon un paquet de facteurs dans la cotisation de l'employeur. L'employeur, lui, ce qu'il va faire, c'est que ben ça se peut que vous ayez à donner des papiers du médecin à votre employeur, ça se peut qu'il vous parle d'assignation temporaire, il y a des bienfaits de l'assignation temporaire, pas simplement monétaire, mais
il va y avoir gestion du cas par l'employeur, puis c'est aussi une bonne pratique de le faire, ça. Oui, ça réduit les coûts, mais ça permet aussi que l'employé revienne dans un meilleur état au travail. Oui, tu pourrais être à son meilleur, hein? Ben, oui, s'assurer qu'il reçoit tous les soins, que tout roule dans le bon sens, puis qu'il obtienne, dans le fond, tout ce qu'il a besoin. Donc, dernier mythe. Si je suis enceinte, j'ai automatiquement droit à la CNESST. Je l'avais pas entendue, celle-là, mais je comprends pourquoi elle est là. Être enceinte, c'est un moment qui est très, très difficile dans la vie d'une femme. Parce que moi, je me rapporte à mes propres expériences. Je n'étais pas particulièrement lumineuse pendant ces périodes-là. On est fatigué, les hormones sont là, il y a un paquet de changements physiques. Des fois, on a des conditions qui se mettent de la partie. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. À ça aussi s'ajoute une certaine crainte qui est légitime aussi pour l'enfant à naître. Et on entend parler à ce moment-là de retrait préventif. Ouais. Le retrait préventif, qui va être le programme de maternité sans danger, dans le fond, pour la travailleuse enceinte ou qui allait, ça vient pallier si jamais il y avait des risques sur le milieu de travail pour l'enfant à naître. Donc, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on a automatiquement droit au retrait préventif. On va parler d'affectation temporaire, on va diminuer, éliminer, c'est-à-dire, en fait, le plus possible, l'exposition au risque pour l'enfant, ou si on alerte et puis qu'il y a des contaminants sur notre milieu de travail qui peuvent être dangereux, ben là, ça peut se prolonger aussi. Mais c'est pas un congé de maternité avant le temps. Non, c'est ça. J'ai un Non. autre exemple, moi, hein, si t'es pas immunisé, par exemple, contre la varicelle et que tu travailles avec des enfants, ton bébé pourrait l'attraper in utero. Ouais. C'est arrivé, ça. Ma conjointe a eu un retrait préventif pour ça, parce qu'elle travaille avec des enfants. Oui, tout à fait. Euh, J'aimerais ça te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as des conseils ou des choses qu'on devrait retenir, autant pour les employeurs que les employés qui travaillent dans les milieux plus ou moins dangereux? Je te mets sur le spot, là. Pour faire de l'impro. En fait, tu sais, c'est en se parlant qu'on se comprend. Hmm. Puis c'est une conversation aussi qui peut être très émotive. C'est C'est vrai. émotif parce que ça implique l'intégrité physique ou psychique des gens qui font le travail, qui sont les premiers sur la ligne à constater tout ça, à quoi on les expose. De l'autre côté, on a des employeurs qui sont des fois plein de bonne volonté, mais qui voient pas nécessairement la chose de la même façon que les employés. Il y a des implications juridiques, il y a des implications financières, il y a des implications humaines. C'est en se parlant qu'on se comprend. C'est en allant chercher les bonnes informations aussi qu'on va se rendre compte que des fois, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible. On a un paquet d'idées préconçues. Une autre qu'on aurait pu adresser même, c'est que la santé et sécurité, ça entrave la productivité. Quand Oh, c'est bien fait, oui, c'est sûr que ça peut retarder, ça peut décaler certaines étapes d'un travail ou d'une tâche à faire. On se voilera pas la face. Puis oui, ça peut demander un peu plus d'huile de coude. Mais en bout de ligne, ce qu'on veut, là, c'est maintenir des employés qui, à la fin de la journée, ont toute leur tête, tous leurs doigts, tout leur dos, qui vont rentrer dans un état optimal aussi le lendemain matin. Puis ça, ben, les employeurs sont gagnants. Mais ces employés aussi, puis leur qualité de vie, la qualité de vie de leur famille aussi, qui va être, qui va en subir les effets bénéfiques, on va dire, dans ce cas-ci. Puis à l'inverse, ben, les effets néfastes, c'est tout le monde qui est perdant à ce hmm. niveau-là. Ah, c'est une bonne finale, ça. Hein? Si on veut te rejoindre, te poser des questions ou avoir un avis, comment on te rejoint? Je suis disponible sur LinkedIn. Je suis disponible par courriel aussi. Je pense qu'on va mettre le courriel on peut le mettre aussi dans le lien pour l'épisode. Sur LinkedIn, c'est Marie-Ève Champagne, Seria de ESSSST. Et j'ai via le site web de mon entreprise aussi qui est www.nuclei, pas d'accent, conseil avec un s.com. Tout ça va être dans la description de l'épisode, n'est-ce pas? C'est tellement gentil d'avoir accepté, Marie-Ève. Merci beaucoup. Ah, merci Olivier de l'invitation. Ça faisait un bout que je voulais venir là. Bon, ben, avoir su là, que tu avais ton déguisement après, puis tout, là, t'aurais dû me harceler un petit peu plus. C'est bon.
Mais que je vois un autre sujet, d'abord, je viendrai mettre le pied. C'est plate, j'ai manqué Maurice, mais Oui, au moment où on enregistre, il vient de rentrer à l'hôpital pour sa deuxième phase d'enjutage. C'est comme vous dites, il fait sa chimio, hein? Et puis lui, c'est une semaine intense chaque 21 jours. Donc, je lui envoie, j'essaie de le désennuyer de temps en temps sur Slack. J'ai même pas le bonheur de pouvoir aller le voir parce que le soir, je m'occupe de mon fils. Mais on est tous, il y a un petit cercle là, très important autour de lui. Il va éventuellement venir vous en parler des cercles, à quel point c'est important, hein, les cercles rapprochés, un peu moins rapprochés. Et il y a une hiérarchie là-dedans. Il va vous en parler à un moment donné. Là, Maurice, là, il va falloir faire attention, vous allez faire le saut, il n'y a plus de barbe. OK? Fait que je ne sais pas exactement comment je prends ça. Je ne l'ai pas encore vu en personne, pas de barbe. Mais ça se peut que je le sac dehors. Il y en a qui n'a pas être malade. parce qu'il n'y a plus le look du pirate. Je prêterai mon foulard. Hein. Ouais, c'est ça. Merci Donc, beaucoup. on n'envoie beaucoup d'ondes positives, mais pas de pitié. Ben, c'est bon. C'est pas ça qu'il veut. Non, c'était très clair sur le fait qu'il voulait pas de pitié. Yes. Parce qu'elle vit, il n'y en a pas. Méchant virus, méchant maladie. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Ève, c'est très gentil. On te contacte si jamais on a des questions, puis on va sûrement se recroiser à un moment donné, sur les ondes ou pas. Hein? Merci, Olivier. Bonne journée. À très bientôt, les pirates. À la semaine prochaine. Bye. À l'abordage! À l'abordage! Ah!